Oui, je le connais bien. Voilà. Et c'est une sorte de Saint-Tropez hongrois. Tout à fait. Non, moi, je suis parti et je suis arrivé en Hongrie il y a 18 ans maintenant. D'accord. Ah oui. Voilà. Et vous connaissez un petit peu, enfin, à l'université, j'ai une amie qui s'appelle Lily Mesmer. Ça vous dit quelque chose, non? Non, moi j'ai fait mes études à Szeged, dans le sud. Ah, d'accord. D'accord. Je suis allé, oui, souvent en Hongrie, mais c'était dans les années noires, les années difficiles, avant les années 90. Luigi. Ok, c'est 20 heures. On doit commencer. C'est à vous. Chacun d'entre nous a 2 minutes de se présenter. Tout d'abord, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté l'invitation et aussi d'être là. Et j'aime passer le micro à M. Francis d'abord pour qu'il puisse se présenter. Voilà. Vous avez 2 minutes à... Oh, 2 minutes. Oui. Comme sur les vieux 45 tours autrefois, c'était 2 minutes 35. Ouais. Je confirme que je m'appelle bien Francis Yesh. Je suis, comme je dis souvent, Yesh We Can, pour se souvenir qu'il y a souvent des erreurs sur la prononciation de mon nom. Je suis ce qu'on appelle professeur émérite des universités à Paris, à la Sorbonne. J'enseigne, alors comme je suis vieux, j'ai enseigné beaucoup de choses différentes, mais j'enseigne l'anthropologie de la communication et la sémiotique des discours. Discours politiques, discours publicitaires, discours amoureux, discours médicaux, toutes sortes de discours qui me tombent sous la main. Par le passé, j'ai été doyen de la Cato de Paris. Et donc j'étais dans les sciences de l'éducation. J'ai été pendant plusieurs années à la direction d'un organisme de recherche en didactique des langues qui s'appelle le BELC, le Bureau pour l'enseignement de la langue et de la civilisation française à l'étranger. Voilà, et bon, alors j'ai écrit quantité de livres dans le domaine de la communication, dans le domaine de la créativité aussi, parce que j'ai formé des créatifs pendant une dizaine d'années, des concepteurs-rédacteurs, des gens qui vont travailler dans la publicité. Bon, j'ai écrit beaucoup. J'ai un blog de journaliste aussi qui s'appelle La Ruche Média, où j'écris des articles. Et comme vous l'avez vu, la semaine dernière, j'ai fait 2 conférences Zoom en Russie. L'une que j'ai mis là cet après-midi sur mon Facebook qui s'appelle « Lien quand tu nous tiens » et qui aborde la question du lien d'une manière anthropologique, mais surtout l'évolution du lien depuis, on va dire, depuis presque 70 ans, et surtout la question du lien en période de Covid, ou on dirait en Covidie. Et la deuxième conférence que j'ai faite mercredi en Zoom a pour titre « Résilience et résistance en temps de Covid » et s'applique à montrer comment, au travers des posts que les Français ont postés, à travers des vidéos qui ont été faites, finalement, on a tissé pendant ces 2 confinements que nous avons connus des liens qui nous ont permis de cathartiser la peur de la mort, de la mettre à distance, la peur de la mort et la peur de la maladie. Et au travers de ces liens et au travers de ces posts qui ont été postés, on voit très bien comment les Français ont évolué par rapport
à cette pandémie. J'ajoute que dans mon rêve les plus fous, ce serait de pouvoir finalement créer une espèce de banque de données de cette année de pandémie pour témoigner dans les années, dans les décennies à venir, avec des posts, des vidéos souvent qui ont été créées individuellement, voir comment socio-sémiotiquement nous avons vécu cette pandémie. Voilà. Ok, merci. C'est à vous, Adrien et Monsieur Philippe. Adrien, c'est à vous. Oui, en fait, on a eu un souci d'Internet, mais on est là. Voilà. Oui. D'accord. Alors, nous avons une petite école de langue qui s'appelle Alaka Studio. Surtout moi, je donne des cours aux adultes. Alors, on a vraiment plutôt des élèves entre 20 et 50 ans. Et Philippe, il participe aussi et surtout, on tourne des vidéos, des situations et il joue le clown. Voilà, ça c'est son rôle. Mais je lui laisse la parole aussi de parler un petit peu de son activité. Alors, moi, je ne suis pas du tout professeur. Je suis juste français, exilé en Hongrie depuis 18 ans. Pour des raisons personnelles. J'ai une activité plutôt dans le domaine privé quand j'étais en France. C'est le tourisme? Pardon? Le tourisme? Oui, le tourisme, pas tout à fait. En France, une activité dans le domaine du transport et notamment du transport fluvial. D'accord, en France, en Belgique. Une activité que j'ai eu, entre guillemets, la chance de pouvoir céder et de prendre une autre orientation plutôt de façon touristique et notamment par rapport à la Hongrie. Voilà. Donc, avec une clientèle française qui me permet aussi de parler français régulièrement. D'accord. Il ne veut pas dire, parce que ça peut être mal vu ou pas mal vu, mais il organise des chasses. J'ai une activité synégétique. Voilà. Mais oui, ok, mais merci. Rosa, parlez un peu de vous, s'il vous plaît. D'accord. C'est à vous. Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Je répète encore, je suis très, très heureuse d'être parmi vous. Je suis honorée. Alors, moi, je suis une simple professeure. Je suis italienne. J'enseigne français langue étrangère dans un collège. Moi, je m'occupe aussi de projets européens d'Erasmus. Je suis coordinatrice depuis quelques années dans mon école, depuis, je pense, 6 années. Et j'aime beaucoup faire voyager mes élèves, mes collègues. En effet, la Covid m'a beaucoup changé. Ma vie est complètement changée parce que j'ai dû renoncer à des voyages, à des projets. Et donc, mais en tout cas, j'espère de recommencer très, très, très bientôt. Alors, je m'occupe aussi je fais partie de l'Alliance française de ma ville. Je suis aussi une examinatrice d'ELF pour les petits niveaux. Et je collabore aussi avec des maisons d'édition, avec la maison d'édition géniale de Tanta, de monsieur El Guindi. Ouais. Et je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Je suis un peu émue d'être, surtout d'entendre des professeurs comme monsieur Francis de l'université un peu. Ça me donne, je suis une simple professeure qui j'adore la langue française et j'adore votre accent et c'est mon rêve un jour de parler comme vous. J'ai une question à vous poser. Parce que moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le français langue étrangère, mais en tant que créatif. Est-ce que vous avez déjà vu certaines photo-expressions
Ça vous dit quelque chose? Vous avez vu, pardon, vous pouvez Photo, répéter? Photo-expression. Non. Non. Et les simulations globales. Non. Non. Alors, moi je m'occupe beaucoup de... Maintenant, en Italie, vous savez, on a dû fermer les écoles et j'ai commencé à partir de mars de l'année passée avec la didactique à distance, avec oui. des cours en ligne. Et moi, j'adore le numérique. Et parce qu'avec les projets Twinning, moi je m'occupe des projets Twinning, ce sont des projets en ligne avec les écoles européennes. Et donc, mais faire de la didactique à distance, c'est autre chose. C'est-à-dire, on ne peut pas complètement, c'est une révolution dans la didactique. Je suis d'accord. C'est très difficile, surtout avec les petits niveaux, surtout avec l'âge de mes élèves. Je travaille avec des élèves qui ont de 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est vraiment très, très difficile. Il faut toujours, je cherche toujours à les motiver et à me motiver. Alors, parce que si je suis motivée, je les motive. Il faut absolument, Rosa Maria, aller voir les publications que j'ai faites sur les simulations globales et la conférence que j'ai faite, la première conférence que j'ai faite la semaine dernière, qui est exactement là-dessus. C'est sur comment on se débrouille aujourd'hui dans l'enseignement distanciel et qu'est-ce qu'on peut proposer comme activité, notamment parmi les activités que je propose, c'est une activité de simulation, de recréation de monde, Second Life, si vous voulez, où on va créer un monde, soit un monde ancien, soit un monde futur ou différent, intergalactique, etc., avec des élèves, en leur demandant de transiter par des identités fictives de façon à ce qu'ils puissent quitter l'enveloppe dans laquelle ils sont actuellement et dans laquelle ils sont enfermés, parce que la pandémie nous enferme, et sortir par la fenêtre pour aller créer un autre monde et sortir de notre identité pour devenir non plus Francis Siech, mais Madame Wong Sang-Kyang qui apprend l'italien ou le hongrois et ou l'arabe et qui donc va et qui est peut-être belge, négociante en bestiaux et qui va développer une vie comme ça. Et on va garder des contacts, mais je vous enverrai un certain nombre parce que c'est une approche méthodologique qui a fait fureur dans le monde depuis quelle année depuis la fin des années 80-90 et les simulations globales se sont énormément développées. Et en ce moment, dans la période que nous vivons, dans le distanciel, c'est particulièrement recommandé, à mon avis, parce que c'est totalement adapté à la situation. Voilà, pardon, j'ai parlé trop longtemps. Non, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, on aimerait vous écouter. Merci c'est à M. Mohamed Farou. M. Mohamed. Oui. Oui, on vous écoute, M. Mohamed. Vous avez 2 minutes à vous présenter, oui. Oui. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Tellement ravi de me retrouver parmi vous aujourd'hui dans cette rencontre virtuelle organisée par M. Hilal, que je remercie beaucoup pour cette rencontre. Je souhaite que ça soit profitable pour tout le monde. C'est Mohamed Farouk qui vous parle, de nationalité égyptienne, expatrié en Arabie Saoudite pour les raisons professionnelles. En fait, je porte là-bas plusieurs casquettes, dont la plus récente formateur de français langue étrangère. Je suis aussi chef de département de français dans des écoles américaines à Riyad, en Arabie Saoudite. Et aussi, je suis responsable de la qualité d'enseignement, expert pédagogique et évaluateur auprès de l'organisation américaine appelée Cognia, anciennement appelée Advanced, chargé de surveiller la qualité d'enseignement dans les écoles internationales partout dans le monde entier. Et d'autre part, je suis examinateur, correcteur habilité pour les examens d'ELF et d'ALF jusqu'au niveau C1 auprès France Éducation Nationale, anciennement appelée CEP. Enfin, je suis traducteur agréé par l'ambassade de France en Arabie Saoudite
Initialement, je suis titulaire de Master 2 en didactique de langue étrangère, Université Rouen, France, puis deuxième master en gestion du système éducatif, Université Senghor, Université francophone. Donc, c'est un peu en bref tout pour moi et je suis ravi encore une fois d'être parmi vous aujourd'hui et je souhaite ça soit profitable et bénéfique pour tout le monde francophone. Merci. Merci bien, Monsieur Mohamed. Je vous en prie. C'est à Monsieur Mohamed El-Mansi. Monsieur Mohamed El-Mansi. Oui. C'est à vous de dire quelque chose. Mais avant de commencer, présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Mohamed El-Mansi. Je suis enseignant de français. J'ai 54 ans. J'ai été professeur à une école secondaire. J'ai été le responsable des activités de l'UNESCO dans mon école. Pour cela, j'ai déjà voyagé à Barcelone dans le cadre d'une sorte de coopération entre mon école et une école à Barcelone là-bas. Je suis passé par l'Italie dans ce voyage. Je suis descendu dans l'aéroport de Malpensa. Et maintenant, je suis à la retraite. Selon mon choix, j'ai pris cette décision pour travailler librement et à l'aise. Vous êtes encore jeune, Monsieur Mohamed. Merci. J'attends de temps en temps ces rencontres qui sont considérées pour moi comme une capsule qui rafraîchit la langue pour moi. Je donne encore des leçons, je travaille avec mes élèves. J'écris de la poésie, j'écris des chansons. Pour la langue, j'aime être en contact avec tous mes amis partout dans le monde. Je remercie Rosa qui me donne toujours l'occasion de participer au projet européen, qui me donne l'occasion d'être en contact toujours avec la langue. Et cette fois-ci, je remercie mon cher collègue M. Hillel qui m'a donné cette occasion d'être avec vous. Surtout, je rencontre encore une fois mon cher frère, M. Mohamed Farouk. Et comme ça, j'ai beaucoup de collègues qui seront dans ma liste prochainement. J'espère être en contact avec tout le monde pour pouvoir être en contact avec la langue. Merci. Merci, M. Mohamed. M. Khaled El-Nosiri. M. Khaled El-Nosiri. M. Khaled El-Nosiri. Monsieur Khalid, Monsieur Haïssam Farouk, Monsieur Haïssam, Monsieur Haïssam Farouk, Monsieur Amir Mohamed, Monsieur Amir Mohamed, Monsieur Amir, Monsieur Mohamed Gibril, Monsieur Mohamed Gibril, oui Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, je vous passe le micro. Je suis Monsieur Amir. Je vous écoute. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis professeur. Monsieur Amir, s'il vous plaît, activez votre caméra. S'il vous plaît, activez. D'accord. C'est bien comme ça? Ah oui, c'est très chouette. Je m'appelle Monsieur Amir Mohamed, j'habite à Boursaïd, je suis professeur de français dans une école expérimentale, dans une école officielle maintenant, pour le cycle préparatoire et secondaire. Et j'ai eu le diplôme de DELF et jusqu'à B1 et j'ai pas continué. J'ai obtenu l'occasion de voyager en France comme stagiaire, oui. Comme prix
après une période d'entraînement, et j'ai enseigné le français dans une école française expérimentale à Port Fouad. Et voilà, c'est tout. Merci, Monsieur Mohamed. Monsieur Medhat Ramadan, Monsieur Medhat Ramadan, Monsieur Medhat Ramadan, Monsieur Mohamed Gabriel, si vous m'entendez, Monsieur Mohamed Gabriel, présentez-vous s'il vous plaît. Monsieur Mohamed Gabriel. Ok. Adrien et Monsieur Philippe, oui. C'est à vous de nous parler de votre vie pendant la pandémie de la Covid. Comment votre journée se passe? C'est à vous de commencer. On vous écoute. Vous avez 5 minutes. Tu peux commencer, d'accord? Comment vous travaillez? Qu'est-ce que vous faites pendant la matinée, pendant la soirée? Ok, on vous écoute. Alors, moi, je vais parler de mon activité, qui est une activité essentiellement de tourisme, donc avec des déplacements de clientèle importants. Période très compliquée puisque tous les déplacements ou presque ont été ou sont interdits, où les contraintes sont trop importantes pour que les gens voyagent. L'activité de tourisme a chuté, et vous le savez tous, mais de l'ordre de 80-90%. C'est énorme. Donc, mon activité aujourd'hui, mes journées se résument à être au téléphone et devant l'ordinateur pour essayer de motiver et surtout de redonner l'envie aux gens. Ce que je sens aujourd'hui, c'est que les gens ont perdu, je suis désolé de dire ça, ont perdu l'envie, pour moi, ce que je vois, d'avancer. Je vais même plus loin, je pense, ma réaction est tout à fait personnelle, nous sommes bien d'accord. Je pense que aujourd'hui, les gens sont totalement démotivés par un discours médiatique qui est absolument négatif. Je reste persuadé, malgré mon âge avancé, je reste persuadé, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'avancer quoi qu'il se passe, parce que je crois qu'on ne peut pas rester inactif. Malheureusement, en face de moi, en face de nous aujourd'hui, je sens que les gens sont, excusez-moi de l'expression, mais un petit peu comme des moutons. Voilà, donc mes journées aujourd'hui se bornent à peu d'activités. C'est comme ça depuis un an et demi, enfin un an disons, et juste une activité comme nous le faisons ce soir, de discussion, d'essayer de motiver les gens pour les mois et les années à venir. Voilà. On essaie de se battre pour ça, mais bon, compliqué. D'accord, ça c'est au niveau professionnel. C'est mon niveau professionnel. Mais si on regarde au niveau privé, alors on a un chiot, alors un braque allemand, c'est ça? Voilà. Adrien, pardonnez-moi d'intervenir. Nous avons 2 minutes et on s'arrête pour 2 minutes. On va vous envoyer un autre lien. Okay. Continue, on vous écoute. D'accord. Non, je dis qu'au niveau privé, alors on a un petit chiot, un braque allemand, alors on s'occupe beaucoup de nos chiens, et moi, je donne beaucoup de cours, d'accord, en ligne. Aujourd'hui, les gens sont plus ouverts à cette façon d'enseignement, et Philippe, il joue très bien comme acteur, alors on a tourné pas mal de petites vidéos pour les cours. Et de temps en temps, il m'aide aussi pendant les cours pour la prononciation avec les élèves. Voilà, c'est notre activité. Mais l'enseignement aujourd'hui, c'est plutôt en ligne.
J'ai juste une ou deux élèves qui demandent vraiment la présence dans leur entreprise. Voilà, Adrienne, est-ce que vous avez remarqué ou bien est-ce que vous avez observé qu'il y a un changement de comportement pendant cette période dans le comportement de vos élèves? Oui, parce qu'avant, vraiment presque la moitié, voilà, ils refusaient les cours en ligne. Aujourd'hui, ils ont découvert que c'est confortable, que ça peut être aussi efficace. En revanche, avant, je faisais des cours 1h30. Aujourd'hui, on fait plutôt 60 minutes. Parce que devant un ordinateur, le temps, je pense qu'il se fatigue plus facilement. Voilà, on fait des cours un peu plus courts qu'avant. Mais presque tout le monde aime bien cette méthode aussi. Une question. Mais vous avez passé une expérience ou bien une nouvelle expérience avec vos élèves. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une différence entre le fait d'enseigner en classe et le fait d'enseigner sur Internet? Juste que je pense qu'ils peuvent rester actifs un peu moins longtemps. Les chiens, bien. C'est pas grave. Voilà, mais ils sortent. Voilà. Au niveau de cours, voilà, il faut les motiver un peu plus, peut-être, vraiment avec plus de vidéos, avec plus d'activités, et raccourcir un petit peu les cours. Et je pense qu'ils ont la même activité qu'avant. Est-ce que une question, monsieur Hélène? Une question pour Adrienne. Est-ce que les élèves, vos élèves sont contents de rester à la maison ou... Oui, monsieur Hélène. Adrienne, est-ce que vos élèves sont contents de rester à la maison ou non? Adrienne, est-ce que les élèves sont maintenant contents de rester chez eux ou bien ils sont ravis de rester à leur maison? En fait, chez nous, ils peuvent sortir, d'accord? On doit être à la maison à 8 heures du soir, d'accord? On n'a pas le confinement ici en Hongrie. Ça veut dire que pendant la journée, ils peuvent bouger, mais ils ont pris l'habitude de faire des cours en ligne, même si aujourd'hui, on pourrait les faire aussi en classe. Mais ce sont des adultes, d'accord? Ce sont des adultes. J'ai des groupes, mais aussi ce sont souvent des élèves individuels. Je pense qu'il y a un nouveau comportement qui est dû à la pandémie, aux restrictions qu'on a. Donc les gens ont appris et s'habituent à ce type de communication. Après, on peut avoir un autre débat qui est de dire est-ce que c'est positif ou négatif? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, je n'en sais rien. On perd sûrement en convivialité, peut-être. Mais concernant les cours, je pense que les gens sont positivement actifs sur ce type de visioconférence ou de cours en ligne. Monsieur Philippe, je crois qu'en France... Oui, c'est monsieur Mohamed. Oui, c'est à vous, monsieur Mohamed. Je voudrais savoir le sentiment des élèves qui sont restés à la maison et qui n'ont pas de contact avec l'école ni avec les professeurs. Est-ce qu'ils ont aimé ça ou ils ont été fâchés et ils ont aimé d'être en contact avec leurs professeurs, avoir des devoirs, avoir des leçons, etc. comme ça. Quel est le sentiment des élèves? Mais tu peux parler plutôt de ton fils. Moi, il y a un fils, il y a 12 ans. Pendant 6 mois, en Hongrie, les écoles ont été fermées. Aujourd'hui, elles sont de nouveau ouvertes. Il a très mal supporté le fait de ne pas pouvoir aller à l'école, de ne pas pouvoir rencontrer ses amis, de ne pas pouvoir rencontrer ses professeurs. Et même, j'ai l'impression qu'il y a eu une
récession dans l'envie d'apprendre. Donc je pense que les enfants de son âge, ses amis, je parle d'une tranche d'âge entre 10 et 13-14 ans, l'ont vraiment mal vécu. Et depuis la réouverture des écoles en septembre dernier, la vie est redevenue pour ces enfants relativement normale. Voilà ce que je vois avec les enfants qui m'entourent. Monsieur Francis. Oui, non, mais juste pour dire que je comprends parfaitement ce que Adrienne et Philippe disent, parce que on sait en pédagogie que l'apprentissage est un phénomène de groupe. Il doit être, on doit faire corps. L'apprentissage doit être porté par le groupe. Les élèves, c'est une dynamo. C'est pas pour rien que la vieille université de Bologne, Rosa Maria ne me démentira pas, accordait une importance au milieu. Il faut être là, dans le milieu. Alors, c'est vrai qu'on a eu de la chance quand même d'avoir les cours en distanciel, parce qu'on peut imaginer ce que ça aurait été si on n'avait pas eu les nouvelles technologies, ça aurait été une véritable catastrophe. Néanmoins, on ne peut pas faire un copier-coller en distanciel des cours que l'on fait en présentiel. Il faut inventer d'abord des nouveaux rituels, des rituels de démarrage, des rituels de clôture, des rituels d'expression, d'attention des élèves et des étudiants pour leur demander comment ils vont, quel temps il fait, etc., avant de commencer l'apprentissage. Et essayer de faire court, et là je vais faire court, il faut aussi absolument construire un dispositif qui permette, en dehors des cours en ligne, à ces élèves de pouvoir se rencontrer 2 par 2 ou 3 par 3, et puis de temps en temps de revenir à l'école ou à l'université dans le milieu pour faire groupe, pour faire corps, parce que l'école c'est un corps, c'est une institution. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Monsieur Francis, nous avons encore 1 minute, on s'arrête, on va recommencer, mais c'est à vous de répondre à cette question, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'apprentissage à distance ou non? Et pourquoi? Moi, okay. Nous avons une pause et c'est à vous de répondre. D'accord. Alors, c'est à vous de commencer. D'accord. Alors, comme je le disais à Adrienne et à Philippe, je pense que heureusement que nous avons eu la possibilité de communiquer avec les outils de la modernité, avec Zoom, avec Adobe, avec Meet, etc., ou avec WhatsApp, parce que sans quoi, dans la période de réel confinement, on n'aurait pas pu du tout continuer notre travail avec les élèves. Maintenant, il est évident que ça n'est pas la panacée, pour la raison que je disais tout à l'heure, à savoir que l'apprentissage est avant tout un phénomène de groupe. Et un individu qui est seul devant son écran, il finit par désespérer. C'est évident, au bout d'un moment, l'envie lui en manque et il a besoin de sortir, de retrouver ses copains. Et donc, je ne sais pas si Rosa Maria était là quand j'évoquais le principe de la vieille université de Bologne. L'université de Bologne, c'est un milieu et faire groupe, faire corps dans une université. Si vous voulez, quand j'étais doyen de la Cato, de l'Université catholique de Paris, on avait fait un colloque sur l'enseignement à distance avec la London University. Et ce que l'on avait compris à l'époque, ça c'était au début des années 90 déjà, mais rien n'a été fait dans l'enseignement, c'est qu'il faut construire un dispositif, une architecture permettant aux élèves, encore une fois, de se regrouper par
en dehors des cours à distance, par proximité géographique ou par affinités électives, de façon à faire un certain travail et qui sera donc un travail malgré tout de groupe. Et on fait un copain rejoint un autre copain, ils font un travail en binôme ou en petits groupes de 3 ou 4, et puis ensuite ils joignent un autre groupe, etc. Il faut construire une architecture. On ne peut pas laisser l'enseignement uniquement dans l'enseignement à distance. C'est encore une fois, c'est désespérant. Mais je reconnais que franchement, on a eu de la chance d'avoir ces outils de la modernité pour ne pas perdre le contact avec les élèves, même si on en a perdu beaucoup. On en a perdu, certains se sont évaporés ou évadés. Voilà ma réponse. Merci, c'est clair. J'aimerais vous présenter ma grande prof, c'est Madame Iman Abdel Nasser. Je passe le micro à Madame Iman pour se présenter. Madame Iman. Madame Iman Abdel Nasser. Oui, bonjour, Monsieur Hillel, bonsoir. Oui, ça. Activez votre caméra, s'il vous plaît. Ça sera mieux. Hein. C'est Madame Iman Abdel Nasser qui était ma prof à la faculté des lettres. Elle nous a beaucoup donné de coups de batte, coups de main. Elle était toujours une personnalité très active, une personnalité très aimable. Toujours, elle a un grand sourire. Toujours, elle est contente. Toujours, elle apporte le bonheur à autrui. C'est à vous. Je vous passe le micro. On est prêt pour le bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Hillel. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, encore une fois. Je comprends que le sujet, c'est sur l'état actuel du monde et le problème du Covid et du confinement et qu'est-ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous avez changé le sujet, je n'ai pas assisté dès le début, mais je pense que c'est ça. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec mes étudiants l'année dernière, un peu en présentiel et un peu en ligne, quoi, à distance. Et au début, l'expérience, c'était pas facile. On a beaucoup travaillé. En fait, bien que je faisais un grand trajet pour aller à l'université, c'était encore difficile de travailler à distance parce que les étudiants n'étaient pas vraiment préparés à ce genre de travail. Ils n'étaient pas convaincus qu'ils allaient comprendre ainsi comme si on était en face à face. Et c'est vrai que avec l'enseignement des langues, vous avez besoin de voir le professeur, de l'entendre, de communiquer avec lui en face à face, quoi. Mais après un certain temps, ils ont commencé à apprécier ce genre de travail. Et on a fait pas mal de cours et c'était pas vraiment fiasco, quoi. C'était bien. Et voilà. Pour la vie en Égypte, en fait, on n'est pas tellement confiné. Maintenant, vraiment, on sort. C'est pas comme en Europe. On sort. Moi, personnellement, j'ai fait une croisière sur
le Nil il y a 2 semaines, de Luxor à Aswan. Provocation. Comment? Provocation. Oui, voilà. Non, vraiment, parce que nous, en fait, en hiver, c'est pas comme en Europe. On a le soleil tout le temps et puis on prend quand même on prend nos distances, on fait toutes les précautions, on essaye de faire toutes les précautions, mais moi, je trouve que c'est un, comment dire, un don de Dieu qu'on n'est pas malade jusqu'à maintenant, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont très confinés, qui font très attention et ils ont attrapé le virus. Et il y a des gens qui ne font pas du tout attention. Et Monsieur Khalid, coupez le micro, Monsieur Khalid. Fermez le micro, oui. Oui, c'est à vous maintenant. C'est pas ça que des gens n'attrapent pas le virus. On n'a pas de règles vraiment sûres que si on se confine et on ne sort pas, on est épargné. En fait, on ne sait jamais qui attrape le virus et comment. Il y a des gens vraiment qui font très attention, qui sortent pas, qui font attention et ils attrapent le virus comme ça. On ne sait jamais comment. Voilà. Et donc, moi, je trouve que c'est grâce à Dieu qu'on est épargné jusqu'à maintenant. Et heureusement. C'est dommage pour les autres, les gens qui ont attrapé le virus et qui ont vraiment le confinement tout le temps et qui restent à la maison. Il faut rester à la maison tout le temps. C'est vraiment, moi je trouve ça vraiment, comment pénible, insupportable, oui. Oui. Moi-même, quand on était confinés un peu l'année dernière, on est resté pas mal de temps à la maison, quoi, quelques mois. On sortait quand même, pour acheter des trucs ou pour faire pour les choses nécessaires, quoi, aller à la banque ou faire des choses nécessaires pour les enfants et tout ça, mais quand on reste à la maison tout le temps, c'est vraiment étouffant, quoi. Moi, je ne peux pas faire ça tout le temps, quoi. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez me parler de quelque chose, je suis... Merci, Madame Iman, merci. Monsieur Philippe, oui. Comment vous passez vos loisirs maintenant? C'est une bonne question. Les loisirs aujourd'hui, j'allais dire, on a changé. Le Covid a changé. La Covid, pardon, a changé. Oui, c'est l'académie. C'est l'académie. C'est l'académie. C'est l'académie qui a décidé et c'est M. Mohamed Farouk qui a décidé. Et le peuple dit le Covid. Parce que l'usage fait la coutume, monsieur Hilal. L'usage fait toujours le coutume. Donc, le Covid, c'est pour le peuple, pour le public. La Covid pour langue soutenue, pour Académie française, pour le respect de pédagogues et didacticiens. Donc, allez-y vous, n'importe quoi, le Covid, la Covid, on est toujours dans la phase très pénible. Donc, mon choix est rapide, ce sera le Covid. Non, mais le Covid a complètement, ou la Covid a complètement changé nos manières de vivre. Personnellement, j'ai plutôt une activité de loisir, ou j'avais une activité de loisir extérieure, et je n'ai pas pu donc assouvir mes envies pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, il est difficile pour moi de vivre enfermé.
ou quasiment enfermés, même s'il n'y a pas de confinement ici en Hongrie. On fait relativement attention. Vous savez, je vais faire plusieurs remarques. Un ami m'a dit l'autre jour, un ami qui est venu nous voir, m'a posé une seule question. Philippe, depuis combien de temps, et même te souviens-tu, quand tu as reçu des amis chez toi ou quand tu es allé chez des amis? Franchement, pour moi, c'était il y a des siècles. On a perdu quand même cette communication. Et c'est ce qui me dérange le plus. Mais je vais faire une réflexion. Je suis d'accord avec vous, avec Francis. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des moyens de communication comme Internet, etc. Sinon, je ne sais pas comment on aurait pu supporter cette période. Mais on voit quand même, et je m'inquiète pour une tranche de population, parce que je côtoyais, de par mes activités professionnelles, tout type, tout genre humain. Je me pose quand même des questions sur les gens qui, malheureusement, n'ont pas ou peu accès ou n'ont pas eu l'habitude d'utiliser ces moyens de communication. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Je parle notamment, même en France, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas se servir d'Internet, qui ne savent pas communiquer. Et depuis 1 an, que font-ils? Ils se renferment sur eux-mêmes. C'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Voilà. Et je voulais faire cette parenthèse. Dans les cours, dans l'apprentissage des langues, oui, on a une tranche de population jeune, relativement évoluée, avec d'autres moyens de communication. Mais n'oubliez pas et n'oublions pas cette tranche de population qui est en train de se renfermer. Et ça me fait peur à terme. Merci. Mais, oui, Adrienne voulait ajouter quelque chose. D'accord, c'était le côté négatif, mais si on parle au niveau du quotidien, alors ce soir aussi, il y a le match de Paris Saint-Germain. Voilà, il a quand même des activités. Non, mais bien sûr, mais moi, je vais pas me plaindre. Non, je voulais faire juste une petite parenthèse. Voilà, mais j'utilise mal, mais j'utilise tous les moyens de communication. Heureusement qu'ils sont là. Sinon, aujourd'hui, la vie paraîtrait vraiment fade. La seule chose qui me manque, et Francis l'a bien dit tout à l'heure, c'est cette communion que je n'ai pas totalement quand on était relativement libre, avec les amis, avec les nouvelles connaissances. Internet nous permet aujourd'hui de vivre, d'avancer, mais il manque toujours, j'ai le sentiment qu'il me manque, à titre personnel, je dirais le petit plus de pouvoir rencontrer les gens. Voilà, c'est tout. Et en espérant que ça ne va pas durer des mois et des mois. Oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Hilal? Oui, oui. Bon, on vous écoute. En France, nous, on a été confinés à 2 reprises. Mais Monsieur Francis, une petite question à vous. Vous allez ajouter et vous allez répondre ensuite à cette question. Est-ce que vous croyez que la pandémie de Covid, ou bien le confinement en général, ça va bien ou bien ça va mal on concerne les relations familiales entre les membres de la même famille? Alors, justement, d'abord, on n'est pas malheureusement égaux. Vous avez des gens qui vivent dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés en rez-de-chaussée, qui ne voient jamais le soleil, c'est humide, il n'y a pas de jardin, etc. Et vous avez des gens qui vivent dans des maisons avec un jardin au bord de la mer, ou moi je vis dans un grand appartement qui donne sur un jardin avec un balcon. Donc c'est complètement différent. Évidemment, on ne vit pas les mêmes choses. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que on a eu jusqu'à présent 2 confinements. On attend un 3e confinement imminent. Bon, le premier confinement, il faisait beau et il faisait un temps magnifique et
Et c'était, alors on ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps de toute façon. Donc on était relativement joyeux, content de rester chez nous, de faire d'autres choses. Moi, je me suis lancé dans le rangement, le tri, ce que je n'arrivais jamais à faire. Alors j'ai rangé mes chaussettes, j'ai trié mes t-shirts, mes chaussures, mes photos, tout ça. J'ai écrit. C'était un moment d'immense liberté et il y avait plus de voitures dans la rue, ça sentait bon, on entendait les oiseaux, on discutait, on faisait des apéros Zoom, on tapait à 8 heures, on tapait sur les casseroles où on applaudissait les soignants à la fenêtre. Il y avait un côté euphorique et en même temps exotique parce que on apprenait à faire des choses que jamais les Français n'avaient fait. On faisait du français langue étrangère, mais on apprenait à être asiatique, c'est-à-dire à être respectueux des lois, à porter un masque, à se mettre du gel, à respecter, à ne pas s'embrasser pour se dire bonjour. On avait l'impression d'apprendre une autre culture, une culture asiatique. Bon, et il y avait un côté euphorique. Quand on est sorti du confinement, on s'est dit, bon, allez, c'est fini, c'est la fin du Covid, voilà, maintenant la vie va recommencer, mais on ne va pas recommencer comme avant, on va imaginer le monde de demain pour qu'il soit mieux, etc. Et deuxième confinement. Et là, il ne faisait pas beau. Et il y avait de plus en plus de morts. Là, on est à quasiment 80 000 morts en France. Bon. Et surtout, on ne voyait plus le bout, il n'y avait pas d'horizon. Et donc là, ça a été dysphorique. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en 1984 ou dans le meilleur des mondes, dans des récits un peu glauques et angoissants. Et on a vu arriver, d'ailleurs, progressivement des messages, des théories conspirationnistes, complotistes. La France a été coupée en deux sur l'histoire de l'hydroxychloroquine pour ou contre Raoult. On a commencé à se disputer, etc. Et le deuxième confinement a été beaucoup moins bien vécu. Bon, moi, j'ai bien vécu les deux confinements parce que j'ai écrit, j'ai fait des choses que je n'avais... J'ai en plus un vélo d'appartement, donc je faisais du vélo, je faisais du sport, je faisais du yoga, je faisais du qigong, toutes les choses que j'arrivais pas à faire normalement, là, tout d'un coup, je l'ai fait. Et puis, j'ai continué à avoir des relations avec les amis. Mais il est clair que on est malheureusement pas nombreux comme cela. Bon. Et les gens vivent de plus en plus mal le couvre-feu, d'être obligé de rentrer à 18 heures chez soi. Et maintenant, on est de plus en plus désobéissant. C'est-à-dire qu'on a retrouvé l'ADN français de ne plus obéir finalement à des choses, à des ordres qui ne nous paraissent pas très cohérents et qui nous paraissent assez incompréhensibles. Mais ce qui reste quand même assez réconfortant, c'est qu'il y a une critique constante à la fois de l'exécutif, de la politique, des autorités sanitaires. Tout le monde aujourd'hui a son mot à dire sur les traitements, les vaccins, etc., etc. On se sent très concerné. Mais ce que l'on voit arriver, c'est quand même des jours sans doute beaucoup plus sombres que dans le premier confinement. Voilà. Et on peut légitimement être inquiet de la suite. Vous avez même des gens aujourd'hui qui disent, moi, je suis armé j'en ai assez. Vous avez des groupes comme ça de gens qui imaginent prendre le fusil et aller se battre contre qui, on ne sait pas trop, mais on a ce genre de dérive actuellement en France. Et pas uniquement en France, hein, partout en Europe. Partout en Europe, oui, c'est raison, Philippe. Ouais. Mais ça dépend aussi d'une culture à l'autre, parce que personne en Arabie Saoudite, on l'avait vu autrement.
Autrement, c'est-à-dire, comme notre grand écrivain Naguib Mahfouz a dit, la peur nous empêche pas du tout de la mort, de mourir, mais la peur nous empêche de bien vivre. C'est ça la philosophie. En France, on a déjà emprunté le slogan célèbre de France, fraternité, égalité. Mais dans ce temps-là, pendant le temps de confinement, pendant cette pandémie, on a déjà renoncé à troisième, liberté. Parce que à quoi consiste la liberté pendant cette période de confinement? On a déjà remplacé la liberté par la moralité. Parce qu'on a besoin tellement de cette moralité. Mais la question qui se pose, à quoi consiste cette moralité? Cela consiste à être humain, à être responsable de nos actes, parce que ça va nuire aux autres. Parce que les autres ont peur, parce que les autres ont besoin de l'empathie, ont besoin de motivation, ont besoin de l'entraide, ont besoin de solidarité. Donc, ça dépend d'une culture à l'autre. Ici, en Arabie Saoudite, en tant qu'expatrié pour des raisons professionnelles, ma famille a quitté l'Arabie Saoudite il y a 2 ans. Et puis, dans notre plan, c'était prévu de faire un retour l'année dernière. Mais à cause de ces confinements, à cause de couvre-feu, à cause de rupture de l'aviation, soit sorti au passage en Arabie Saoudite, c'était un obstacle pour faire un retour. D'où la vie triste dans un pays étranger de tout, pour la culture, pour le langage, etc., etc. Moi-même, perso, j'ai assumé double tâche. Premièrement, tâche d'un psychologue qui reste en contact nuit à jour avec sa famille pour justement faire ce que fait le psychologue, psychanalyse aussi, parce que la peur est partout. La peur touche tout le membre de ma famille. Et puis pour les tâches quotidiennes comme la routine professionnelle, pour assumer mes tâches, soit en présentiel, soit sur le site, parce que mon travail demande d'être en hybride, c'est-à-dire partout en Arabie Saoudite, on a divisé le travail en deux temps. Premièrement, travailler à distance, donc il faut adopter de plusieurs outils techniques et technologiques. Et puis deuxièmement, comment se protéger des autres en respectant les gestes barrières, distanciation physique, etc. Donc c'était tellement pénible. Mais ce que m'emporte dans cette période-là, comment vivre comme être humain, comment vivre pour aider les autres, surtout pour les voisins, parce qu'il y avait des voisins à côté de moi, collègues et expatriés aussi. Certains d'entre eux ont atteint de Covid. Donc, quoi faire? Est-ce que je me protège? Est-ce que je reste égoïste? Non, pas du tout. C'est pas ma culture. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec eux? Qu'est-ce que je peux présenter à leur famille aussi? Parce que certains d'entre eux ont été obligés de se séparer de leur famille pour se confiner autrement. Donc, c'est ça, c'est ce que dont je parle. C'est la culture. C'est quoi la philosophie qui dépend de la culture de chacun de l'autre. C'est ça notre problème. Est-ce qu'on peut renoncer à sa liberté individuelle pour justement, à titre altruisme, pour justement donner aux autres la vie, surtout pour les personnes âgées? Est-ce qu'on a se demandé, par exemple, comment vivre les personnes âgées? C'est ça la question. Pardon. Est-ce que je peux raconter mon expérience? Oui, Rosa. Mais Madame Rosa, avant de commencer, je voudrais vous poser une petite question. Toujours, les hommes travaillent en dehors de la maison. Pendant le confinement, la plupart des hommes sont obligés d'être devant leurs femmes toute la journée.
Qu'est-ce que les femmes pensent? Qu'est-ce que les femmes en pensent? Terrible. Ouais. Mais j'ai eu la chance, j'ai eu une grande chance. Mon mari travaille à la mairie et les bureaux n'a jamais fermé, Est-ce que vraiment vous êtes contente de ce confinement? Oui, c'est à vous. Moi, je suis très contente de ce début parce que, je répète, les bureaux où travaille mon mari n'a jamais fermé. Il a toujours travaillé au bureau à la mairie parce qu'il y a certains bureaux qui ne peuvent pas fermer, même pendant les confinements. Et mon mari travaille dans un bureau qui est très nécessaire et donc même pendant les premiers confinements et surtout maintenant, il a toujours travaillé. Donc, pas de problème pour moi. Le problème a été surtout pour mes enfants. J'ai 3 enfants, une adolescente et 2 plus jeunes, mais le problème est qu'ils ne peuvent pas se rencontrer avec leurs amis ou faire du sport. C'est terrible chez nous. Hein. La Sicile a été une des régions les plus frappées par le Covid. C'est-à-dire, il y a eu une hausse, je ne sais pas pourquoi, peut-être par les comportements pas responsables des personnes, je ne sais pas. Mais je voudrais raconter un peu mon expérience. Je me suis reconnue très bien dans les mots de Monsieur Francis. C'est-à-dire, là, le premier confinement, on chantait sur les balcons, vraiment, c'était l'euphorie, même les distanciels, l'enseignement. Oh, j'étais très motivée à connaître Zoom, la plateforme G Suite. Oh, très bien, même mes élèves, hein, ils commençaient, la nouveauté, ils étaient très, très contents. Mais et à partir de septembre, après, notre gouvernement a pris les décisions que pour les collèges, les collégiens, ils doivent participer en classe au cours. Donc, je reviens à l'école, j'étais vraiment contente, tout est passé, tout s'est bien passé, d'accord, le masque, d'accord, la distance en classe, mais déjà la première semaine, moi, j'ai attrapé le Covid. Et j'ai passé un moment terrible, le plus terrible, je vous assure, de ma vie, parce que je suis finie à l'hôpital. Rosa, oui. Pardonnez-moi, Monsieur Mohamed Gibril, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous me voyez? Oui, on vous écoute, Monsieur Mohamed. Présentez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Mohamed. Oh, enfin, c'est vraiment très difficile de vous attraper ici sur Zoom parce qu'il y a des problèmes techniques. Alors, bonsoir à vous tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté cette invitation. Alors, j'espère que vous allez très bien, ainsi que votre famille. Moi, je suis en train d'écouter votre participation parce que je viens juste maintenant de vous attraper parce que le son est coupé, etc. Vous connaissez la technologie en Égypte est vraiment très faible. Alors, je suis en train d'écouter. Je vais participer après avoir écouté. OK? Bienvenue et merci, Monsieur Mohamed. Oui, on vous écoute très bien. Monsieur Saïd Bourdadi. Monsieur Saïd Bourdadi. Monsieur Hélène. Oui, c'est à vous. S'il vous plaît, Monsieur Saïd, activez votre caméra et présentez-vous, s'il vous plaît. On vous écoute, Monsieur Saïd. Activez votre caméra. Attends. Oui, vous êtes. Oui. Vite, parce que M. Philippe, il a beaucoup de chiens. Alors, vite. Ah oui, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, oui, monsieur Saïd.
Ah, vous êtes là sur l'écran, oui, commencez. Commencez à vous présenter, s'il vous plaît. Avec vous, c'est El Bourdadi, 46 ans, professeur de FLE dans une école secondaire à Mansoura. Je suis marié et j'ai 2 enfants. Ok, merci. J'ai obtenu un diplôme de l'Université de Picardie-Jules Verne, France, en 2008. Et je suis actuellement un professeur de FLE dans une école mixte à Mansoura. Ok, bienvenue, M. Saïd, et merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous, Rosa, et je m'excuse à vous. Oui, on vous écoute, Rosa. Ok, alors, je continue. Terrible récit. Alors, j'ai passé 12 jours à l'hôpital, dans la terreur plus absolue parce que je pensais de mourir. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dans la tête. C'est la peur la plus grande que j'éprouvais parce que même les médecins qui étaient vraiment pour moi des héros parce que soigner des personnes qui peuvent vous infecter, ce n'est pas quelque chose de rien. Mais après, je pouvais encore rester à la maison, mais dans quelques jours, je pensais, je ne peux pas rester à la maison parce que j'ai risqué vraiment une dépression, parce que j'étais complètement isolée dans ma chambre à l'hôpital. Les médecins qui entraient, tout, vous savez, avec tous les masques, c'est terrible ça, hein? Pas de contact humain. J'avais besoin vraiment d'entrer en contact avec les autres. Et donc, j'ai pris la décision de rentrer tout de suite à l'école. Et cela m'a beaucoup aidée. Même avec le masque, parce que je ne supportais avant d'enseigner une langue étrangère avec un masque, c'est vraiment terrible. Mais comme j'ai touché le pire, c'est-à-dire de rester complètement isolée, alors j'accepte toutes ces constructions avec une grande, comment je peux dire, j'ai acquis à travers mon expérience terrible, qui même avec le masque, même avec être resté un peu plus distant des autres, mais les rencontrer, même à 1 mètre ou 2 mètres, mais ce n'est pas la même chose de rester fermé dans une chambre ou chez eux. C'est terrible ça. Et donc moi, je pense d'avoir eu une grande chance et de travailler encore avec les élèves en classe parce qu'ils ont besoin du contact. Et comme a dit bien Monsieur Francis, l'école, c'est la rencontre avec les autres. Les élèves ont besoin de travailler ensemble. Moi, j'aime beaucoup les faire travailler par groupe. Je suis vraiment fanatique de cooperative learning, par exemple. Et je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière. Les numériques, l'apprentissage à distance, oui, ça va. On a appris beaucoup de choses, mais il faut, à mon avis, créer une pédagogie adapte, une construction adapte et surtout une préparation à nous, professeurs, comment rendre cet enseignement vraiment efficace. Parce que je n'ai jamais perçu, quand je donne des cours à distance, je ne sais pas si vraiment les élèves comprennent et jusqu'à où ils vont apprendre vraiment, parce qu'on fait vraiment une grande fatigue. L'apprentissage en ligne, ce n'est pas facile, ni pour les professeurs, mais surtout par les élèves. Surtout les élèves dès l'âge, je répète, de mes élèves, 10 ans, 13 ans. Parce que parfois, j'ai oublié de vous dire que chez nous, parfois en classe, il y a quelques élèves qui attrapent le Covid, alors ils restent à la maison. Et moi, au fur et à mesure que je suis en classe, je donne les cours aux élèves qui restent à la maison. Et c'est encore plus difficile parce que je dois organiser un cours en présence avec les élèves en classe et en même temps avec l'élève qui est à la maison.
donc avec l'écran. Donc, c'est un peu difficile, surtout pour une personne qui n'a pas une préparation. Personne n'est préparé à ça. Et c'est ça, c'est mon expérience que j'ai vécue dans cette période. Donc, Monsieur Francis, à votre avis, quelle est la meilleure méthode, quelle est la meilleure façon d'enseigner, d'apprendre pendant cette crise? C'est à vous de répondre, mais on doit s'arrêter un peu. On va vous envoyer un autre lien. Alors oui, et moi je vais devoir vous quitter juste après. Parce que j'avais dit 1 heure et parce que nous, on a gardé les invitations à dîner. Ok, mais avant de nous quitter, la semaine prochaine, on doit parler du tourisme. D'accord, Philippe sera sur le pont alors. Avec plaisir. À la question et pour dire que je n'ai pas de réponse. Évidemment, je n'ai pas de réponse parce que les contextes sont totalement différents et en plus, moi, je ne suis pas enseignant de FLE. Hein. Mais tout à l'heure, on évoquait la difficulté, Rosa Maria évoquait la difficulté qu'il y a en ligne. On n'a pas la même difficulté, par exemple, pour des cours de conversation. Les cours de conversation, bon, en ligne, c'est bien. Maintenant, avec des grands débutants ou même des niveaux intermédiaires, c'est forcément plus difficile. C'est plus difficile aussi si on est avec des élèves qui ont des grandes difficultés scolaires, voire sociales, qu'avec des élèves qui n'en ont pas et qui sont alertes aussi avec les nouvelles technologies. Moi, ce que j'ai dit dans ma conférence que j'ai mise en ligne, en Russie lundi dernier, c'est que d'abord, il faut, ce que je disais tout à l'heure, il faut absolument prendre garde à réinventer des rituels d'ouverture et de clôture parce que ce sont des rituels relationnels qui sont là pour ritualiser les moments, c'est-à-dire pour rassurer les élèves, pour les faire s'exprimer, etc. Et d'ailleurs, on peut parfaitement utiliser, enfin confectionner des exercices d'apprentissage de langue. Je parle souvent de l'exercice de Jacadi. Hein, Jacadi, lever un bras. Jacadi, lever les 2 bras. Baisser les bras. Ah non, Jacques l'a pas dit, donc on baisse pas les bras. Bon, là c'est un exercice de TPR, de Total Physical Response. C'est-à-dire que l'on va finalement engrammer du lexique ou de la forme en utilisant le corps. Bon, mais en même temps c'est un exercice physique, c'est un exercice de relaxation que l'on peut faire en rituel d'ouverture, par exemple. Bon, ou en rituel de fermeture. On peut inventer quantité de jeux comme ça. Je parlais aussi de la classe inversée. C'est-à-dire que, bon, c'est très à la mode. Moi, je ne suis pas spécialiste de la classe inversée, mais ça a l'air de quand même assez bien fonctionner. Hein. C'est l'élève qui, après avoir eu un certain nombre de ressources de la part de l'enseignant, fait la classe aux autres. Moi, je crois beaucoup. Là, dans cette période de Covid, je militais pour utiliser le matériau qui a été produit sur les réseaux sociaux comme catharsis de la situation, pour se purger de la peur, des passions personnelles et sociales que l'on peut avoir légitimement dans ce moment extrêmement difficile. Enfin, ce que je disais à Rosa Maria tout à l'heure, nous avons mis au point, j'ai dirigé un organisme qui s'appelle le BELC, le Bureau d'études pour les langues et les cultures, qui ensuite a été racheté, entre guillemets, par le CIEP de Sèvres. On a inventé ce qu'on a appelé des simulations globales. C'est-à-dire qu'on demande à des élèves d'inventer une île et de devenir un habitant de l'île, un village, et de devenir un habitant d'un village français, etc., etc. Là,
je trouve que c'est parfaitement indiqué d'essayer de construire un second life, de construire avec les élèves un milieu, soit du monde d'hier, on pourrait très bien faire un Montaillou village occitan, un village occitan, bon, alors ça c'est avec des élèves évidemment mais on peut faire le Petit Prince, c'est-à-dire imaginer en lisant le Petit Prince une autre planète sur laquelle on va mettre d'autres personnages et on va demander aux élèves d'assumer une identité fictive, ou bien de faire un village de fourmis. Et chaque élève sera une fourmi ou faire un village intergalactique. Et donc, c'est une manière de sortir des quatre murs, de sortir de chez soi, mais aussi de sortir de notre identité pour aller se construire une identité souvent meilleure. Bon, ce que moi j'ai observé, c'est que notamment les élèves qui sont en très grande difficulté, eh bien, ils vont se parer des plus grandes qualités dans l'identité fictive qu'ils vont imaginer. Et ça, ça me paraît important de réfléchir à des solutions comme ça. Maintenant, ce que moi j'ai remarqué depuis, je suis vieux, hein, depuis quasi 40 ans que j'exerce, c'est que les profs, ce sont des génies du bricolage. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que moi, je leur dis, vous pourriez faire par exemple, vous pourriez utiliser la photo dans la classe. Parce que j'ai écrit le photo-expression. Et je les revois 3 ans ou 4 ans plus tard, ils me disent, vous vous souvenez, vous nous aviez fait un workshop, un atelier sur l'utilisation de la photo dans la classe. Vous vous souvenez, hein, c'était bien, hein, mais moi, je ne fais pas du tout comme vous. Je fais autrement. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'ils adoptent et ils adaptent. Ils adoptent un concept qui est l'utilisation de la photo, qui est, par exemple, faire simuler des mondes. Après tout, on pourrait simuler le monde idéal d'après qu'on voudrait, hein, leur faire construire ça. Mais les profs adoptent le concept, mais ils l'adaptent. Et bon, moi j'ai beaucoup tourné dans le monde entier avec justement toutes les approches communicatives et les approches créatives belles qu'on a pu proposer aux enseignants de FLE. C'était assez extraordinaire de voir à quel point les profs ont ce génie d'adaptation. Donc moi j'ai une confiance absolue dans les enseignants de terrain pour qu'ils adaptent et trouvent des solutions aux problèmes. Il n'y a pas de problème sans solution pour un enseignant. Il trouve toujours. Voilà. Oui, et maintenant, chers amis, Madame Imen, je suis obligé de vous abandonner. J'ai été très honoré d'être avec vous et j'espère qu'on recommencera. Alors, il y aura le tourisme peut-être la semaine prochaine. Alors là, je ne parlerai pas parce que j'y connais rien. Hein, mais, alors c'est promis alors d'être avec nous la semaine prochaine. Alors, il faudra qu'on voit la date, l'heure, etc. Je suis un peu occupé. Hein. Vous avez remarqué que je suis un petit peu occupé, mais je suis ravi d'être en si bonne compagnie en tous les cas. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. À très bientôt alors. À très bientôt. Merci M. Philippe. À bientôt. Merci d'être là. Je voudrais ajouter un mot à ce que monsieur a dit. Quand vous lui avez demandé quelle est la bonne méthode, la meilleure méthode, il n'y a jamais, en enseignement, il n'y a jamais de meilleure méthode. C'est-à-dire, la méthode peut changer, avec chaque étudiant, tu peux changer de méthode parce que ça dépend des apprenants, ça dépend de beaucoup de choses, de la tête de chaque apprenant, du professeur lui-même, de l'enseignant, de la situation de communication. Il n'y a jamais de méthode
qu'on peut dire ça c'est la meilleure méthode, ça c'est la bonne, ça c'est la mauvaise. On peut utiliser plusieurs méthodes dans un même cours parce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas avec cette méthode, il y a un autre qui comprend. Avec nous, quand on travaille en ligne, ce qui me gêne le plus aussi, c'est que parfois, les gens qui ne comprennent pas, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas du tout. Ils sont là, mais ils sont absents. Et ça me gêne parce que si je suis en cours et je vois des gens, je le vois dans leurs yeux. Quand il y a quelqu'un qui ne comprend pas, je le vois dans ses yeux. Alors que quand on est en ligne, tu ne peux pas voir tout le monde. Parfois, ils ne veulent pas ouvrir la caméra. Nous aussi, on travaille sans caméra parfois, on travaille comme ça. Et les gens qui ne comprennent pas, ils ne parlent jamais. Il y a des gens qui comprennent et qui ne parlent pas aussi. Et donc, il faut essayer de les pousser à parler ou tout ça. Donc, juste je faisais ça pour dire que jamais il y a une bonne méthode pour tout le monde. Il n'y a jamais de méthode excellente, tout ça. Ça dépend des apprenants et ça dépend des professeurs et ça dépend de situations de communication, et ça dépend de beaucoup de choses, de la matière même enseignée, parce que ça diffère. À l'université, quand vous enseignez une matière, ça diffère. La conversation, c'est pas la même chose comme la traduction, c'est pas la même chose comme la linguistique. Tout diffère et tout. Il faut trouver, comme Monsieur l'a déjà dit, il faut inventer tout le temps. Il faut inventer, il faut créer, il faut trouver la solution comment dire, pour donner le message, pour que le message arrive. Alors, je crois que chaque élève a besoin de n'importe quelle méthode qui répond à ses besoins, à ses comportements, à ses aptitudes, à ses qualités. On passe le micro à Monsieur Mohamed Farouk. Il veut ajouter quelque chose. Ensuite, on va passer à Monsieur Philippe. Oui, justement, concernant la question de bonne stratégie ou bonne méthode, je partage l'opinion de Dr. Iman et avant Monsieur Francis, en disant que à chaque professeur d'inventer et d'adopter de nouvelles stratégies qui va répondre aux besoins de spécifiques de chaque élève. Mais en gros, on va penser par exemple aux stratégies préconisées pour l'enseignement à distance et l'apprentissage à distance. Par exemple, pour la mise en train qu'on va commencer avant la session en ligne, ça dépend d'un contexte à l'autre, ça dépend de... Monsieur Mohamed, pardonnez-moi, activez votre caméra. Oui, c'est ça. C'est mieux? C'est aussi mieux. Ah oui. Donc, je viens de vous dire, vous êtes à l'aise, oui. Je viens de vous dire à chaque professeur d'adopter des stratégies préconisées par des didacticiens pour justement répondre aux besoins différents de chaque élève. Mais pour l'apprentissage en ligne, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec les élèves? Premièrement, justement pour bien dérouler la science, il faut activer la caméra pour tous les élèves. C'est premièrement. C'est obligatoire d'après nos expériences, les élèves feignants, les élèves paresseux, les élèves timides, etc. Donc, c'est obligatoirement, d'après notre expérience, d'activer pendant la session les caméras de chaque élève. Justement, pour combler le fossé et l'écart d'enseignement face à face en site pour regarder les yeux des élèves, de chaque élève. Chaque professeur, justement, voit les yeux de chaque élève. Du coup, il aperçoit qu'il n'a pas compris, il a besoin d'aide, etc., besoin de réinventer d'autres stratégies à enseigner. D'autres, c'est premièrement et préconisé. Deuxièmement, il faut avoir un plan pour chaque session. Ça dépend des contextes. Et cette session-là a une technique majeure. Cette technique-là, basée sur la division de chaque session, d'une manière que chaque professeur ne parle plus que 10 minutes. C'est-à-dire, chaque explication se résume pour 8 minutes par exemple, et puis suivi 2 activités.
ici la clé de vote, c'est-à-dire la clé de réussite. Quelle activité on peut adresser aux élèves? Ça dépend en fait de tranche d'âge. Pour nous, par exemple, dans cette école internationale, pour le cycle primaire, niveau par exemple jusqu'à tranche d'âge de 6 à 12 ans, on va faire des activités ludiques. Parce que, comme en anglais, gamifications, c'est-à-dire ludification, on va, par exemple, proposer aux élèves des activités ludiques en utilisant, par exemple, technologie, comme par exemple jeux vidéo, etc. Parce qu'on sait bien que chaque élève est addict aux technologies. Donc, pourquoi pas, on va, à partir de ce besoin-là, à partir de ces intérêts-là, on peut concevoir des activités ludiques en ligne comme pratique de ce que chaque professeur a déjà expliqué. Et d'autres stratégies très importantes, c'est stratégie basée sur projet en groupe. Projet en groupe, c'est pédagogie très efficace pour chaque élève. Par exemple, dans notre école, on enseigne français comme deuxième langue étrangère. On utilise n'importe quel bouquin, mais l'essentiel à partir de chaque unité, on va annoncer un projet commun. Et puis, on va diviser chaque classe en groupes. Et ces groupes-là, basés sur les intérêts que le professeur a déjà découvert, c'est-à-dire intelligence, par exemple, artistique, musicale, etc. Donc, ça dépend de besoins de chaque élève. Le projet de chaque unité, et chaque unité dure presque 4 semaines, et à la fin de 4 semaines, on va concevoir ensemble un projet où chaque élève a participé vivement dans ce projet avec le suivi de professeurs et avec aussi la motivation. Parce que la motivation, c'est très important pour que chaque élève soit à l'auteur de l'attente de chaque professeur. Donc ici, on parle en gros des stratégies recommandées et préconisées pour réussir l'apprentissage en ligne. Mais comme je viens de vous dire, il y a absolument une unique méthode, une unique, par exemple, stratégie qui soit efficace pour tout le monde. C'est ça. Monsieur Philippe, toujours nous sommes de la vie, toujours on rencontre plusieurs personnes. Est-ce que vous êtes influencé d'un de vous, professeur? On n'a pas entendu le début. Pourriez-vous répéter encore une fois, s'il vous plaît? Ok. Quand on travaille en classe, il y a des professeurs positifs, il y a d'autres négatifs à l'égard de nous. Est-ce que vous êtes influencé positivement d'un de vous, professeurs? Quand vous avez réussi votre apprentissage, c'est une question difficile. Ils ne sont pas influencés par leurs professeurs. Moi, peut-être que je n'ai pas compris à 100% la question. La liaison est difficile et j'ai du mal à j'entends très mal en plus. Quand vous étiez en classe, est-ce que vous avez rencontré un professeur qui a à lycée, qui a quitté une empreinte positive pendant tes études? Alors, j'ai un certain âge, donc mes études datent d'il y a à peu près 40 ans. Donc, je vais essayer de me souvenir. Non. Vous avez compris ma question? Oui. Oui, alors, on voit, par expérience personnelle, encore une fois, on voit de toutes sortes de professeurs.
Néanmoins, je pense que il y a eu, dans mon cas, plus de professeurs positifs que ceux qui prenaient un petit peu par négation. Oui. Je pense aussi les meilleures années que j'ai eues, mais ça va rejoindre ce qu'on a dit depuis le début, c'est une symbiose entre le professeur et les élèves. Les meilleurs, j'ai eu une année à titre personnel, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai eu une année à titre personnel très compliquée. J'avais 15 ans, un décès important, je vais juste m'arrêter là, de mon père, alors que j'avais 15 ans, et j'ai réussi à vivre une année scolaire assez magnifique, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que la classe a été extraordinaire et les professeurs ont été extraordinaires. Et c'est une des meilleures années de ma vie. C'est terrible ce que je dis, mais c'est un souvenir, c'est un grand souvenir. Parce qu'encore une fois, je vais me répéter, tout le monde était ensemble. Et donc là, on était dans un caractère totalement positif. Mais tu pourrais un petit peu caractériser ces professeurs, par exemple? Non, mais c'est des gens qui allaient vers nous, à une exception près, je m'en rappellerai toute ma vie, une professeure de, comment à l'époque on dit, alors, je ne sais plus comment on disait à l'époque, enfin peu importe, qui était assez compliqué, qui a fini entre nous dans le placard. Hein. On s'est permis à 15 ans de l'enfermer dans le placard de la classe. Hein. Mais non, il y avait, je veux dire, c'était 1975 en France, il faisait très beau, les gens étaient positifs. Tout à l'heure, on a parlé de confinement de printemps et confinement d'automne. C'est vrai, Francis a tout à fait raison, Maria Rosa aussi, c'est qu'on a vécu deux confinements différents qui sont aussi liés à la météo, à l'atmosphère. Et 75, c'était c'est l'année, ce qu'on appelle de la sécheresse en France, je m'en rappellerai toute ma vie. Donc il faisait beau, on était dehors, on vivait dehors, donc les gens étaient gais, les gens étaient positifs. Mais les professeurs venaient vers nous, les élèves. Et nous élèves, on avait réussi à tous ensemble aller vers eux. Voilà, c'est pour moi la plus grande année au niveau scolaire que j'ai vécu. Comment il est capable de parler du rien pendant 5 minutes? Et voilà. Merci. J'ai pas fait de politique, hein, j'aurais dû peut-être. Un grand plaisir de vous écouter. Nous avons aussi M. Ayman. Monsieur Ayman. Monsieur Ayman. Mademoiselle Yara. Mademoiselle Yara. Alors, Monsieur Amir. Monsieur Amir Mohamed. Monsieur Amir Mohamed. Monsieur Amir. Monsieur Amir. Monsieur Amir. Monsieur, ok, juste monsieur Amir. Ok, monsieur Mohamed Gibril. Ah, monsieur Amir, il est arrivé enfin. Oui, monsieur Mohamed. Oui, monsieur. Alors, il n'y a pas de question pour moi, alors, monsieur Mohamed. Oui, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous écoute, monsieur Mohamed. Alors, il n'y a pas de question pour moi. On vous écoute. Oui. Question, monsieur Mohamed, oui. Je ne sais pas, moi, on a dit que le thème de rencontre a été le coronavirus. Alors, et comment il a affecté notre vie. Moi, personnellement, j'ai extrêmement affecté par ce virus maudit. Hein. Alors, le travail, la vie sociale,
La connexion, c'est assez mauvais. Pour moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, ça va, ça. Oui, salam alaikum. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va? Oui, ça va? Oui, c'est bon. Très bien, ça. Et vous, monsieur Hilal, ça va chez toi? La connexion chez toi, ça va? Ah donc, je continue. Je pense que en tant que professeur en Égypte, vous connaissez bien que les salaires sont trop modestes. Alors, on mène notre vie à travers les leçons privées, comme d'habitude. Alors, et avec le coronavirus, alors notre vie est vraiment affectée. C'est-à-dire, notre carrière est devenue de plus en plus trop difficile. Comment? Il y a, à mon avis, deux niveaux qui ont infectés par ce virus. Mais d'abord, au niveau social, il y a, on reste toujours chez soi, on fait une sorte de distanciation, c'est-à-dire, vous connaissez, garder la distance entre les uns et les autres. Puis, nous avons qui a été créé ce qu'on appelle la peur sociale, entre guillemets, la peur sociale, c'est-à-dire, on a tellement peur de travailler en groupe, de sortir en groupe, de fêter en groupe, toujours avec le masque. Il y a des gens qui n'arrivent pas à bien respirer à cause du masque. Même étant comme professeur, je ne peux pas expliquer en gardant le masque. Et comment les élèves, comment les autres, même les élèves, peuvent le comprendre. Il y a les gestes, il y a la bouche, il y a le son ne suffit pas alors. La voix, c'est-à-dire, ne suffit pas. Quand on explique, par exemple, une règle de phonétique, il faut enlever le masque. Et alors, c'est une catastrophe. Donc, au niveau social, c'est catastrophique. Au niveau sanitaire, je pense qu'on est devenu tous, on est devenu un grand marché pharmaceutique. Comment ça? On consomme beaucoup, énormément de vitamines, d'antibiotiques, de n'importe quoi, et toujours il y a de nouveautés toujours. Alors, je ne sais pas, c'est vraiment, c'est de la folie ça. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on va continuer comme ça et combien de temps on va passer pour trouver un véritable vaccin ou n'importe quoi contre ce virus. Dieu le seul qui connaît. Alors, la vie est toujours noire devant moi, mais il y a toujours un petit peu de lumière, d'espoir. C'est pour cela on partage les expériences les uns les autres maintenant. Et c'est tout pour moi. Mais j'ai une petite question si vous me permettez, monsieur Hilal. Oui, c'est à vous. Oui. Je pense que tout le monde, si vous voulez aborder un thème, moi je vous propose un autre thème comme la musique. La musique, c'est un thème, je pense que c'est international. Et moi, j'adore, je suis fou de musique, toutes sortes de musique. Même j'étais, à l'époque, j'étais à la batterie, je joue de la batterie. Et je chante aussi, je chantais en français, en anglais, en arabe, même en arabe. Monsieur Mohamed, vous êtes musicien? Non, pas tellement, mais à l'époque, j'étais musicien, je jouais de la batterie. Oui, je faisais un groupe du rock, heavy metal, rock. Je chantais en français, en anglais, en américain, toujours. J'adore toutes sortes de musique, notamment le rock, le heavy metal et le blues, même les opéras,
la musique classique, j'adore Beethoven, Bach et tout ça. Même la Russie, oui. Alors un jour vous rêviez d'être un grand chanteur, Inch'Allah. Nous avons... Monsieur Mohamed, nous avons encore 10 minutes. On va terminer ou bien on va mettre fin à notre rencontre. Malheureusement. Non. Enfin, Monsieur Philippe et Adrienne, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire enfin? C'est à vous. Ça, c'est juste une petite réponse technique, d'accord, que j'ai déjà vu, et c'est bien pour les professeurs, que ici, pour les masques, il y a le tissu, là aussi, mais entre les deux, c'est transparent. Et ça, c'est très bien parce que vraiment, on peut voir l'articulation, on peut voir la bouche du professeur. Moi, presque tous mes cours aujourd'hui, c'est en ligne. Voilà, j'en ai pas, mais je pense que ça se trouve dans les autres pays aussi. Même, on peut fabriquer. Et si c'est accepté dans les écoles, ça peut aider un petit peu pour voir la bouche du professeur. Voilà, c'était juste un petit... Et c'est vrai que la réflexion que je ne m'étais pas faite personnellement, de dire avec un masque, on perçoit mal la prononciation, on ne voit pas le mouvement des lèvres, on ne voit pas toute l'articulation qui se passe autour du langage, et ça c'est important. Et oui, c'est vrai qu'il faudrait trouver une solution dans les écoles aujourd'hui pour que les élèves voient tous ces mouvements naturels du visage qui font l'expression et qui font le langage. Monsieur Philippe, j'ai l'impression que vous allez quitter le tourisme et vous allez travailler prochainement, bien sûr, dans le domaine d'apprentissage. On va essayer. Son rêve, que moi je travaille dans l'enseignement et après il va à la chasse parce que moi je gagne l'argent pour la famille. Voilà, c'est ça. C'est une bonne idée. Ok. Rosa, qu'est-ce que vous aimeriez dire enfin? Alors, je suis d'accord avec Madame Adrienne. En effet, je cherche, je vous jure, toutes les solutions possibles en classe pour éviter que mes élèves ne me voient pas la bouche, le regard. Mais les problèmes, ce sont les lunettes qui s'embuent. Le masque aussi transparent que je cherchais à utiliser qui s'embue parce que parler, expliquer, ça va, je sais plus, les mots en français, c'est s'embue. C'est-à-dire, ils vont devenir blancs. Donc, vraiment, je cherche tous les moyens pour motiver les élèves, pour les regarder dans les yeux, mais je ne peux pas m'approcher parce qu'ils ont peur. Moi-même, même si j'ai eu les Covid, la Covid, pardon, en italien, c'est pour ça. Là, le deux, Et donc, vraiment, c'est une période très, très, très difficile. Mais, comme a dit, je ne sais pas s'il a dit Francis. Oui, Francis. Nous sommes des professeurs et les professeurs, les enseignants cherchent toujours à motiver, cherchent toujours à dépasser les problèmes, à trouver les solutions. Donc, c'est un grand défi et c'est notre défi. Et je cherche à ne pas m'abattre, mais toujours à trouver d'autres choses. Et je cherche toujours des nouveautés. C'est pour ça que je t'ai demandé, mais moi, professeur, j'ai besoin de quelqu'un. Je suis d'accord avec Mohamed Farouk. Oui, nous avons raccourci nos cours, les 10 minutes, changer rendre ludique. OK. Mais c'est difficile parce qu'il y a quelqu'un parmi mes élèves qui se perd, qui ne réussit à me suivre. Alors, c'est un grand défi, je sais ça. Tous les jours, j'ai un défi. Tous les jours que je me lève, je dis, une autre journée. On espère que cette période va finir, que le Covid un jour, il n'y a plus le Covid, pas de masque. Parce que c'est vraiment très, très, très difficile. Surtout, j'ai beaucoup de souffrance quand beaucoup des élèves ne suivent
plus, restent à la maison, ou ont du mal à venir à l'école, ou les parents même, chez nous, ont une grand-père. Et il tient les élèves à la maison. C'est vraiment très, très dangereux, bloque l'éducation, c'est perdre des élèves. Et c'est là qui me donne beaucoup de préoccupations. Parce que même si on perd un élève, c'est une grande perte pour moi. C'est un de mes élèves qui reste à la maison et qui ne peut plus continuer les études. C'est ça. Et donc, j'espère que j'ai cette expérience. J'ai pris pour ça, afin que cette période de grande souffrance, pour les professeurs surtout, parce que personne ne parle des professeurs. Tout le monde parle des élèves, les élèves qui apprennent. Mais j'entends peu parler des problèmes réels des professeurs, qui ne sont pas les problèmes de nous ici. Parce qu'il y a ici des professeurs qui cherchent à améliorer. Mais je vois mes collègues, beaucoup de collègues qui sont peu motivés et donc qui bloquent un peu l'apprentissage des élèves. Voilà. Chez nous, j'ai conclu, pardon si je me prolonge, mais l'État nous aide. Notre gouvernement nous a beaucoup aidés, nous a donné gratuitement des plateformes, nous a donné des instruments, même les élèves chez nous, l'école donne des ordinateurs, des tablettes, mais cela ne suffit pas à mon avis. Parce que s'il n'y a pas la formation, je parle toujours de la formation des professeurs, c'est tout perdu. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie encore, Monsieur Hillel. Et j'ai eu une grande joie à discuter avec vous, à entendre, à écouter tous les bonnes propositions, les suggestions, les conseils pendant cette soirée. Merci beaucoup. Merci encore et mille merci à tout le monde. Nous avons qui le plaisir. Madame Iman Abdel Nasser, mais avant de passer le micro à Madame Iman, Monsieur Mohamed, avant de passer le micro à Madame Iman, on va parler la semaine prochaine du tourisme. On va parler la semaine prochaine du tourisme. Ensuite, on passe à la musique parce que Monsieur Mohamed Gibril qui a décidé, alors on doit respecter l'opinion de tout le monde. Mais on va chanter ensemble. Hein? Encore, ok. C'est Monsieur Philippe, vous aurez du temps. Quel jour la semaine prochaine? Vous aurez du temps. Jeudi, je ne suis pas là. Vendredi non plus. Mercredi, jeudi. C'est Adrien qui va... À mon avis, Adrien va regarder, mais c'est mercredi, à mon avis. Mercredi ou bien jeudi à 20h. Jeudi, je vais être dans un autre pays, donc impossible. Pour moi, mardi ou mercredi. Ou sinon, on décale d'une semaine. Alors, mercredi, c'est très bien. Mercredi à 20h, en heure égyptienne, ou bien on passe le micro à Madame Iman pour terminer, parce que Madame Iman, vous avez 1h30. Oui. Ah, 1 minute. Oui. Je serai brève. Ça m'a fait plaisir de vous voir tous et de communiquer avec vous. Surtout de revoir Zamaria parce qu'on s'est vu en Égypte et on s'est reconnu. Et je suis très heureuse qu'elle a passé par la Covid et qu'elle s'est rétablie et que tout va bien maintenant. Alhamdulillah. Voilà.